Bonne année à tous, bienvenue sur le plateau des décrypteurs, le premier pour 2019, bienvenue sur Figaro Live. Il est 11h11, on va aller tout de suite dans le 11e arrondissement de Paris, rue Nicolas Appert, avec l'hommage rendu en ce moment même par Édouard Philippe et Anne Hidalgo aux 12 morts de l'attaque contre Charlie Hebdo. Les 12 morts, ce sont les journalistes dont le nom a été énuméré, mais aussi le policier Ahmed Merabey, les agents d'entretien et de sécurité. Dans une heure, d'ici une heure, le Premier ministre et la maire de Paris se rendront ensuite à Montrouge, puis à Vincennes, pour un autre hommage, à d'autres victimes, celle d'Amédi Koulibaly, hommage notamment à la policière Claricia Jean-Philippe et aux victimes de l'hyper-Cacher. Il y a 4 ans, jour pour jour, à l'heure où nous parlons, une dépêche de l'AFP signalait d'une phrase énigmatique des tirs entendus près de la rédaction de Charlie Hebdo. Bilan, on vient de le dire, 12 morts, 11 blessés et ensuite une mobilisation inédite dans l'histoire de France depuis la mort de Victor Hugo, jusqu'à 4 millions de personnes en un week-end. C'est ce que les médias annoncent le soir du 11 janvier et un slogan qui a fait florès depuis « Je suis Charlie ». Qu'en reste-t-il ? Eh bien, voici ce qu'en dit Rhys, le directeur de la rédaction, ce matin sur France Info. Je suis étonné d'une part de voir que parfois on rencontre des gens qui sont là toujours prêts à nous soutenir, donc il y a quelque chose qui n'a pas disparu. Mais il y a aussi l'inverse, il y a des gens qui ne se gênent pas pour nous dire que toujours, un peu comme on l'a entendu, même après le 7 janvier, qu'on l'avait bien cherché, et puis voilà, qu'il faut qu'on arrête de faire de la provocation. Voilà, donc il y a toujours des gens aussi qui sont aussi là pour nous faire un peu la morale, quoi. Et vous, 4 ans après, êtes-vous Charlie ? Êtes-vous toujours Charlie ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Vous êtes une majorité à nous répondre oui. Dites-nous pourquoi, on va partager ça avec nos invités, mais continuez de répondre sur Twitter, #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour. Vous êtes responsable de Figaro Vox. Est-ce que Je suis Charlie signifie la même chose le 7 janvier 2019 et le 7 janvier et dans les heures et les jours qui vont suivre 2015 ? Tout d'abord, moi, je voudrais dire, comme Alain Finkielkraut dans le numéro spécial Islam qui sort aujourd'hui en kiosque du Figaro, que j'étais et que je reste envers et contre tous Charlie. Je crois qu'en 2015, c'était un réflexe viscéral, c'était une manière de crier « je suis français ». C'était aussi une défense de principe de la liberté d'expression. Personnellement, je suis pour la liberté d'expression quand il faut défendre Éric Zemmour, mais je le suis aussi, bien sûr, quand il faut défendre Charlie Hebdo, et surtout dans les circonstances dramatiques qu'on avait vécues. Et c'était enfin une manière de dire non à l'islamisme. Je crois que les gens qui sont venus marcher le 11 janvier voulaient dire « pas de ça chez nous, nous sommes un peuple, nous avons une grande histoire et nous allons résister et détruire cette idéologie totalitaire ». Simplement, je crois que dès le début, il y avait malgré tout une ambiguïté dans cette marche. On a vu que très vite après, elle a été récupérée politiquement. Certains ont parlé de vivre ensemble, de marche quasiment multiculturelle, antiraciste. Alors je crois que ce n'était pas le but de cette marche. Je parlais de réflexe patriotique, je me souviens très bien. Il y a un refus d'amalgame. À ce moment-là, il y a le slogan, c'est pas d'amalgame. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont chanté la Marseillaise, qui ont sorti le drapeau français, et il y a eu le discours politique, effectivement, sur le pas d'amalgame. Mais je crois que l'amalgame entre l'islamisme et le terrorisme doit être fait. La stigmatisation des terroristes et des islamistes doit être faite. Et on a bien vu qu'il y avait deux lignes. Je comprends votre point de vue, Alexandre Devecchio. C'était deux lignes qui existaient, je pense, dès le départ, en fait, et qui ensuite, on a pu voir qu'il y avait effectivement division au sein même de la gauche. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, de la polémique d'Edoui Plenel contre Charlie Hebdo. On voyait que lui était tenant d'une ligne plutôt multiculturaliste, et on avait en face une gauche républicaine par patriotique. exemple, on a des gens comme Edoui Plenel qui sont Charlie à ce moment-là, et qui finalement, Charlie n'est plus eux, ou en tous les cas, ils ne sont plus Charlie maintenant. Tout à fait. Justement, vous en parliez, l'islamisme, un défi pour notre civilisation, c'est l'ouvrage que vous avez coordonné et qui sort aujourd'hui en kiosque,
en librairie, que vous pouvez retrouver également sur le Figaro Store. Précisément, puisque vous l'évoquiez et vous évoquiez cette idée justement de l'amalgame et de l'ambiguïté, je voudrais vous faire écouter ce que disait dans les heures qui ont suivi, 48 heures exactement qui ont suivi, ce que déclare alors François Hollande après ces attaques et cette déclaration. Ne pas nous diviser, ça veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Alexandre Devecchio, j'ai compris votre point de vue. Je pense qu'il n'est pas celui qu'exprime à l'époque François Hollande. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si les spécialistes qui sont interrogés dans cet ouvrage que vous publiez partagent la même analyse que François Hollande. Non, et je tiens à dire qu'on a interviewé des gens qui sont vraiment des experts en la matière. Je pense à Gilles Kepel ou à David Thompson, qui pour le coup a fréquenté, a rencontré des djihadistes et connaît leur idéologie. Lui pense effectivement qu'il y a un lien entre l'idéologie totalitaire islamiste, voire entre l'islam et le terroriste. Il y a, on le voit dans certains textes de l'islam, des versets du Coran qui posent problème aujourd'hui. Ça, c'est dit par un certain nombre des experts que nous avons interrogés. Ce qu'ils disent notamment, c'est qu'il y a, bien sûr que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, loin s'en faut, et au contraire sont souvent numériquement et en état de fait les premières victimes dans les pays musulmans où les attentats terroristes sont commis, mais que certains terroristes sont en conformité avec l'islam. C'est ça, en fait, la thèse qui est sont en conformité avec l'islam, avec une certaine vision de l'islam. Deux dernières questions, rapidement. Est-ce qu'on peut dire que ça a fait basculer une partie de la gauche, ces attentats ? Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a aujourd'hui, Manuel Valls d'ailleurs parlait de deux gauches irréconciliables. Il y a effectivement d'un côté une gauche plénelle qui pense qu'il suffit de proclamer le vivre ensemble et d'être tolérant justement pour combattre ce type d'idéologie. Et puis il y a une autre gauche qui pense qu'au contraire, elle doit être combattue et qui est un réflexe de sursaut national qui serait plutôt la gauche Charlie. Donc oui, effectivement, ça a fait éclater la gauche sur la question des religions et sur la question de l'intégration notamment. Et du rapport à la nation, peut-être. Ouais. Est-ce que, quand on lit le dernier numéro de Charlie Hebdo, il y a un article, une tribune de Gérard Biard qui s'en prend au décolonialisme. Est-ce que la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, après cet attentat, a évolué ? Sans doute, je pense que qui n'aurait pas évolué après un drame, comment a-t-elle évolué ? Un drame pareil, je pense qu'elle a toujours été politiquement incorrecte, mais elle a peut-être été encore plus ferme que jamais sur cette question-là. Et puis on l'a vu évoluer sur la question de l'islamisme, oui, en particulier. Dans l'ouvrage passionnant que vous avez publié en 2016, Les nouveaux enfants du siècle, vous décrivez trois types de jeunesse très radicalisées. Une jeunesse identitaire, une jeunesse gauchiste et une jeunesse islamisante. En réalité, quand on entend ce matin Riss qui dit que certains ne sont plus tellement Charlie, et en lisant votre livre, on s'aperçoit que ces trois jeunesses, elles, ne sont pas Charlie. Non, elles n'étaient pas Charlie. Après, je pense qu'il y a des différences entre ces trois jeunesses. Elles n'étaient pas Charlie pour les mêmes raisons. D'abord, la jeunesse islamisante, non seulement elle n'était pas Charlie, mais elle était Charlie Koulibaly à l'époque. Et dans le Je ne suis pas Charlie, il fallait entendre un Je ne suis pas français. Ensuite, il y avait la jeunesse de la France périphérique qui, à mon avis, ne s'est pas rendue à cette manifestation pour des raisons différentes. C'est une jeunesse qui avait peut-être alerté sur la question de la désintégration de certains quartiers et qui ne croyait pas à l'idée d'une marche, qui ne comprenait pas pourquoi il fallait marcher avec notamment des dirigeants politiques qui n'avaient pas voulu voir ce problème et qui, d'une certaine manière, avaient une part de responsabilité dans le drame qu'on vivait aujourd'hui. Et enfin, il y avait effectivement la jeunesse catholique qui avait du mal à être Charlie parce qu'il y avait eu certaines caricatures à saler sur le pape, mais qui malgré tout, je crois, était et se sentait française. Et après, il y a un phénomène, je crois, générationnel. Je crois effectivement que l'histoire de la marche du 11 janvier, ça rappelait les marches antiracistes des années 80, etc. Et c'est vrai qu'on est dans une époque peut-être où il y a moins d'espoir, qui est plus noire, et
il y a une partie de la jeunesse qui ne croyait pas qu'on pouvait résoudre ce problème par des marches. Merci beaucoup Alexandre. Les Nouveaux Enfants du siècle, on le rappelle, hein, c'est votre premier ouvrage paru au Cerf. Et puis, autre ouvrage que vous avez coordonné, L'islamisme, un défi pour notre civilisation. On y découvre les débats qui font rage également à l'intérieur du monde musulman et à l'intérieur non seulement du monde musulman, mais du monde sunnite. On y redécouvre des témoignages passionnants et une interview inédite d'Alain Finkielkraut qui dit « Je suis toujours Charlie et vous, êtes-vous toujours Charlie ?» C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. On l'évoquait, cette fameuse marche du 11 janvier. En réalité, elle a commencé dès le 10 janvier. Il n'y en a eu pas qu'une, il y en a eu plusieurs. Sur 2 jours, 4 millions de personnes qui ont manifesté dans les rues des grandes villes de France pour crier non au terrorisme. On pensait que c'était l'Union nationale, la France entière. Et 4 ans après, Alexandre Devecchio vient de l'évoquer, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, comme l'a dit également sur le plateau de Point de Vue notre confrère de France Info, Jean-Mathieu Pernin. Après cet attentat, le 11 janvier, beaucoup de gens dans la rue, mais on a oublié qu'il y a toute une France qui n'était pas dans la rue aussi. Et en fait, cette France-là... Tout de suite, il y a eu la France qui n'était pas Charlie. Exactement. Cette France qu'on a voulu un peu occulter. Exactement, qu'on n'a pas vu beaucoup dans les médias, qui n'est pas du tout la même chose pour le 13 novembre. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est par rapport à Charlie Hebdo. Et cette France-là, aujourd'hui, c'est elle qui critique cette journaliste de Charlie Hebdo. Bonjour Christophe Cornevin. Bonjour. Vous êtes le spécialiste du renseignement intérieur au service Société du Figaro. Ces propos de Jean-Mathieu Pernin sont un commentaire après justement les menaces reçues par la journaliste, ex-journaliste de Charlie, Zineb El Razaoui. Les journalistes de Charlie vivent 4 ans après toujours sous protection. Bien sûr, pas tous, mais ceux qui sont plus exposés bien évidemment. Donc Zineb, qui en a je crois plusieurs, je crois qu'il y en a au moins 3, et évidemment Riss, parce que c'est la figure de proue quelque part du journal. Donc c'est des gens dont on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'ils soient laissés livrer eux-mêmes. Petite parenthèse, au niveau de la protection du journal, Riss ce matin déplorait quand même que la protection du journal coûte 1,5 million, et c'est sur les frais de Charlie. Et c'est pas l'État qui s'en occupe. C'est la trésorerie de Charlie. C'est la trésorerie de Charlie, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a près d'1 numéro sur 2 de Charlie qui sert à assurer la protection. Et justement, disait Riss, effectivement, le nombre, il y a encore 60 000 lecteurs à peu près de Charlie Hebdo, mais il y a encore, justement, les comptes sont en déficit et ils sont largement plombés par cette sécurité. On rappelle d'ailleurs que les locaux sont tenus secrets et sous protection blindée. On a l'impression du coup que ça n'a rien changé malgré les marches et que la situation a même empiré. Riss disait ce matin que cet attentat a été la matrice des autres attentats. Alors, a-t-elle été la matrice? En tout cas, elle a été le déclencheur d'une vague qui a été la vague terroriste qui était la plus forte qu'a jamais rencontré la France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas véritablement la matrice parce que ça suggérerait l'idée qu'à chaque fois qu'il y a eu un attentat en France, ça visait des symboles comme l'ont été et comme le sont encore les journalistes, les juifs, les policiers. Les attentats du 13 novembre de la même année ont administré la preuve inverse, à savoir que les cibles étaient au contraire plurielles, des kidam, et l'idée c'était de toucher la France à travers sa pluralité et non pas simplement à travers quelques symboles. Donc c'est un déclencheur, mais ça n'a pas la fonction matricielle que l'on pourrait imaginer. Ce qu'on peut simplement voir sur cette enquête, c'est que vous savez que l'enquête sur Charlie a été absolument colossale. Ça a été 52 tomes de procédure, près de 20 000 PV, 2000 scellés, analysés dans tous les sens, des centaines de témoins. Et là, le parquet de Paris a rendu, fin décembre, son réquisitoire de renvoi. Et ce réquisitoire a donné quand même quelques pistes, quelques clés de compréhension. Alors précisément, on va y revenir. On a annoncé une avancée dans l'enquête. C'était l'arrestation d'un homme le 16 décembre dernier à Djibouti, Peter Sherif. Est-ce que c'est le commanditaire de l'attaque contre Charlie Hebdo? Je vous pose la question parce que j'ai lu le papier que je recommande, qui est dans l'édition papier de ce lundi du Figaro. Vous faites un point sur l'enquête, à retrouver sur lefigaro.fr, et ce nom ne figure pas dans votre article. Non, il ne figure pas parce que, en fait, Peter Sherif, c'est un nom qui a été évoqué il y a 2-3 ans
comme étant un possible effectivement commanditaire des attentats de janvier, pour la simple et bonne raison que Peter Sherif était membre d'AQPA, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qu'il a voyagé au Yémen et qu'à ce titre, il aurait pu rencontrer Saïd Kouachi. Et que par ailleurs... L'un des deux tueurs, l'un des deux tueurs, assaillants de Charlie Hebdo. L'un des deux frères. Voilà, des frères. Et que par ailleurs, il a rencontré, pour le coup en France et en prison, son frère Sherif, le frère aîné. Et donc on s'est dit, vu que Peter Sherif est une figure presque tutélaire de l'islamisme international, c'était un bon client, si j'ose dire, pour être l'instigateur, l'inspirateur, l'orchestrateur, le commanditaire de ces attentats. Or, l'enquête, donc les conclusions du parquet, qui font quand même près de 500 pages, arrivent plutôt au fait que les commanditaires sont inconnus. Je vais en dire juste 2 mots. Donc les frères Kouachi qui ont attaqué Charlie disent qu'eux, ils ont été finalement actionnés, ou en tout cas sensibilisés à une action violente dès 2011, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la maturation du passage à l'acte ne s'est pas fait en peu de temps. En 4 ans. Il a fallu 4 ans de maturation. Hein. Et de préparation. Et la préparation, ça a été un peu plus rapide. En fait, la préparation, l'année charnière, ça a été 2014. Mais en tout cas... Qu'est-ce que vous appelez la maturation, justement? La maturation, c'est-à-dire que vous recevez l'ordre. Lui, par exemple, le shérif Kouachi dit, quand j'étais en lien, il ne dit pas qu'il était en lien direct avec un des hauts cadres de AQPA, Al-Qaïda dans le péninsule arabique, et il a dit, j'ai reçu l'ordre de passer à l'action. Mais entre recevoir l'ordre de passer à l'action et tout d'un coup arriver à cette action, il a fallu faire beaucoup de préparation, de réflexion. C'est-à-dire quoi, ils ont hésité? Non, ils n'ont pas hésité. Mais en fait, il y a les aléas aussi de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont été incarcérés. Ils ont fallu qu'ils rencontrent... Et eux, ils travaillaient... Il faut comprendre que Janvier, c'est 2 cellules différentes. Vous avez la cellule des Kouachi, donc qui a attaqué Charlie Hebdo, qui est une cellule autarcique, qui est familiale, qui limitait tout contact avec l'extérieur à partir du moment où ça avait un simple intérêt opérationnel. Sinon, c'était immersion périscopique totale. Et les autres, en revanche, de l'autre côté, la cellule Koulibaly est une cellule très giboyeuse, si j'ose dire, pour les services de renseignement, parce qu'il faisait appel à plein de contacts, parce que justement, un attentat comme ça se monte. Il faut des commanditaires, il faut un commissionnaire, il faut des logisticiens, enfin bon, c'est tout autre chose. Christophe, c'est ça qui m'a frappé en lisant votre article, c'est est-ce que vous faites un lien entre l'attaque menée par les frères Kouachi et les frères et Koulibaly? Il y en a vraiment un ou pas? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un lien, parce que pour plusieurs raisons, c'est que déjà, ils étaient en contact, ils sont rentrés en contact juste avant de passer à l'action, que par ailleurs, ils ont eu le même mentor. Alors, on a beaucoup parlé de Peter Sherif, mais je crois que le personnage central, en tout cas en tant qu'inspirateur, c'est Jamel Begal. Jamel Begal qu'on ne présente plus, mais on peut en dire un mot peut-être. En un mot, qui a été un terroriste international, qui a été formé à Londres, qui était à Finsbury Park, qui était en Afghanistan, mosquée salafiste en Angleterre, qui était en Afghanistan et qui, depuis l'Afghanistan, ourdissait des attentats contre la France et notamment contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Et il s'avère que les Kouachi, déjà un peu électrisés, si j'ose dire, par les messages d'AQPA depuis 2011, croisent de manière assez opportune le Begal. Et Begal, en prison, évidemment, fait que la centrifugeuse s'accélère et accélère leur cristallisation radicale. Et après, ils croisent, et Koulibaly croise aussi Begal. Et ces deux personnes, finalement, ces deux groupes se connaissaient de près ou de loin. Koulibaly était aussi très très dur. Il avait même créé en prison, parce que tout se passe en prison avant les attentats, tout ce plan se fait, une grosse partie se fait en prison. Il avait créé la secte de la buanderie, où il y avait tous les détenus intégristes de Villepinte qui s'étaient réunis en une espèce de club de barbus, parmi lesquels on retrouve nombre des protagonistes qui vont être traduits devant la Cour spéciale de Paris en 2020. Le procès est prévu? Le procès 2020, il va durer quand même 3 bons mois. Et il y aura à la fois ceux qui ont perpétré l'attaque contre Charlie Hebdo,
Alors, le problème de ce procès, c'est qu'il y aura, il y a 3 morts. Les trois auteurs présumés, enfin, les 3 auteurs principaux, pardon. Il y aura, évidemment, il nous manque cruellement les frères Kouachi qui sont tombés sous les pales du GIGN à l'imprimerie d'Amartin. Il manque Koulibaly qui a été neutralisé par le RAID au même moment à l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris. Donc, et puis il nous manque trois protagonistes majeurs. Ayad Boumedienne, qui est à la fin qui est parti le 2 juin en zone de Cham, donc en zone Syrie-Irak. Et puis les frères Belloussine, Mehdi et Mohamed, qui étaient des très très proches de Koulibaly et qui ont permis d'exfiltrer sa compagne là-bas. Donc il nous reste en fait, dans ce procès, on a 13 protagonistes qui sont envoyés, qui vont être sur place, et il y aura une tête d'affiche que les gens ne connaissent pas encore très bien, mais qui mérite d'être connue et qui sera certainement une petite star, entre guillemets. Au moment du procès, c'est Ali Polat. Ali Polat, c'est le lieutenant, l'homme de confidence, celui qui a fait les courses pour Koulibaly, celui qui a écrit de sa main la liste des armes qu'il fallait, qu'on a retrouvé chez l'armurier en Belgique, qui a essayé de trouver une planque pour le logement conspiratif. Bref, Ali Polat sera certainement quelqu'un qui sera très, très questionné pendant le procès. Et tous ces détails sont à retrouver dans l'article que vous signez dans l'édition papier de ce lundi du Figaro, et bien sûr à retrouver sur lefigaro.fr. Merci beaucoup Christophe pour ces précisions. On parlait justement de l'enquête, et sans attendre son démarrage, François Hollande, lui, le chef de l'État de l'époque, s'exprime et identifie, dès le jour même de l'attaque contre Charlie Hebdo, ce qu'il pense être la cible des frères Kouachi. On écoute. Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. C'est l'idéal de justice et de paix que la France porte partout sur la scène internationale. Bonjour Jean-Mal Bruno. Vous êtes le spécialiste du Moyen-Orient au service international du Figaro, auteur de nombreux ouvrages, on en évoquera certains. Que recherchaient ceux qui ont revendiqué les attentats contre Charlie Hebdo? De viser la République ou de viser autre chose? C'était de recueillir le maximum de retentissement, à la fois viser un symbole, la presse, mission accomplie, faire le maximum de victimes, avoir une notoriété ensuite très importante, c'est tout ça qu'il visait. Hein. Il faut rappeler aussi, Christophe l'a bien rappelé, qu'en 2007 ou 2008, je crois, il y avait eu le magazine d'Al-Qaïda au Yémen, hein, Inspire, qui avait nommément cité Charlie Hebdo comme étant une cible. Donc tout ça vient aussi de loin. Quand Christophe parlait de la maturation, voilà, ça fait partie de cette maturation. Alors, mon autre question, c'était est-ce qu'on est sûr que c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui est à l'origine de l'attaque contre Charlie Hebdo? Non, pas forcément. D'après vos informations. Non, mais c'est une inspiration. C'est une inspiration. Les frères Kouachi ont transité par. C'est plus qu'une inspiration, d'après ce que dit quand même Christophe. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui dit à Kouachi, à Saïd Kouachi, il faut viser Charlie Hebdo. Trouver une cible. Bon, Charlie Hebdo s'était beaucoup exposé. Il y avait eu cette magazine Inspire qui nommément appelait à viser Charlie Hebdo. Donc oui, après voilà, je dirais c'est le travail à la fois de ceux qui commettent l'attentat et des logisticiens qui les aident de trouver la cible qui leur permettra d'avoir le maximum de retentissement à leurs actions terroristes. Dans les 2 jours qui suivent, on vient de l'en parler, il y a un autre homme qui sème la terreur dans Paris, donc Mehdi Koulibaly, qui est une policière municipale, prend en otage et tue des clients de l'hypercachère de Vincennes. Et là, c'est Daesh qui revendique. Alors, Christophe vient nous dire, les 2 groupes se connaissaient, il y a la figure tutélaire de Jamel Begal. En revanche, quand on regarde les revendications, on voit bien qu'il y a 2 groupes rivaux. Est-ce que, c'est une hypothèse que je vous partage, est-ce que derrière cette guerre livrée à la France, derrière cette guerre terroriste livrée à la France, est-ce qu'il n'y a pas une autre guerre, celle d'ailleurs qui est évoquée dans une série culte, désormais culte, qui est le Bureau des légendes, entre Al-Qaïda et Daesh?
Depuis la Syrie, depuis 2012-2013, on a le sentiment que Daesh a le vent en poupe parce que l'essentiel des djihadistes étrangers, et il faut rappeler que la France a fourni quand même un contingent parmi les plus importants à aller en Syrie, eh bien c'est Daesh qui a le vent en poupe en Syrie et qui, je dirais, donne le là. Et donc, effectivement, après, Al-Qaïda, mais je crois que les différences idéologiques entre Al-Qaïda et Daesh, pour ceux qui commettent les attentats, sont extrêmement ténues. Après, simplement, c'est une question de résonance. Et on l'a vu après avec un certain nombre d'attentats qui ont été revendiqués par Daesh, mais c'était des revendications plus, je dirais, d'opportunité, avec une prestation de serment qui était faite à la va-vite par leurs auteurs quelques jours ou quelques semaines avant de passer à l'acte, parce que eh bien, pour ces gens-là, c'est plus, je dirais, c'est plus, entre guillemets, glorieux de mourir en martyr revendiqué par Daesh que d'aller commettre des violences de manière, je dirais, presque anonyme. On parlait de Peter Sherif tout à l'heure. Est-ce qu'il est connu dans le radar des renseignements extérieurs? Est-ce qu'on sait quelle a été d'ailleurs la contribution des Djiboutiens dans son arrestation? Les Djiboutiens ont participé, ça a été une opération extrêmement bien menée à la fois par Djibouti et par les services de renseignement français. Peter Sharif, on en avait parlé en 2007, lorsqu'il s'évade de la prison de Badouche près de Mossoul. C'est un vieux briscard du djihad, puisqu'il il est parti. Donc il est dans des filières irakiennes. Exactement, des premières filières irakiennes qui sont parties en Irak en 2004 avec d'autres. Il est arrêté. Pardon, je vous coupe, c'est les premières filières irakiennes avant l'émergence de Daesh, c'est plutôt à l'époque d'Al-Qaïda en Mésopotamie. En Irak, Peter Sharif, je crois, part en 2003-2004. Il est à l'automne 2004, il participe à la bataille de Fallujah contre les Américains. Il est arrêté, ensuite il est emprisonné et il profite d'une opération, je crois, menée par Al-Qaïda contre la prison de Badouche près de Mossoul pour s'échapper. Et c'est de là qu'il va prendre la tangente pour aller... non, il va être récupéré ensuite, je crois, par les services français, ensuite il sera... et donc, oui, c'est quelqu'un qui a... Ensuite, il échappe au service français. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui a un passé, comme Thomas Barnoin et d'autres, qui a un long passé djihadiste. Donc, effectivement, ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire en prison. Et voilà, parce que c'est quelqu'un qui a un compagnonnage extrêmement, plus qu'un compagnonnage, une participation active au djihadisme qui est longue. Mais pour l'instant, son implication dans l'attentat de Charlie Hebdo est loin d'être prouvée. Est-ce que Al-Qaïda en veut encore à la France? Et est-ce qu'Al-Qaïda, vous avez beaucoup suivi, a les moyens d'attaquer la France, comme par exemple par le truchement des frères Kouachi? Je crois que la filiale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en veut particulièrement à la France, pour des raisons historiques, pour des raisons aussi aujourd'hui qui tiennent à la présence de soldats français en Afrique subsaharienne. Oui, et donc si Al-Qaïda peut manipuler, orienter, téléguider, inspirer des auteurs d'attentats, il le fera. Mais je crois qu'on est aujourd'hui plus dans aujourd'hui on le voit hélas, dans une forme de terrorisme, un terrorisme d'inspiration. On l'a vu à Strasbourg, on l'a vu ailleurs. On n'est plus forcément sur des attentats qui requièrent une préparation logistique très importante, mais plutôt sur des gestes de personnes, délinquants, venus à l'islamisme et qui ensuite vont passer à l'action avec simplement une arme. Et c'est assez facile, hélas, de tuer des innocents. Merci Georges pour ces premières précisions. On recommande 2 de vos livres, puisqu'on parlait d'Al-Qaïda, Dans l'ombre de Ben Laden, les révélations de son garde du corps repenti, et le livre avec Christian Chesneau, Nos très chers émirs, votre dernier ouvrage, c'est chez Lafon, paru en 2016. Êtes-vous toujours Charlie? C'est la question qu'on pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Vous avez été nombreux à réagir. On va prendre vos commentaires et on va les partager avec nos invités. Mais puisqu'on parlait des menaces que subissait l'ancienne journaliste de Charlie, Zineb El Razaoui, je vous propose d'écouter pourquoi elle a été menacée, en tout cas les propos qui lui ont valu ces insultes et ces menaces, des menaces de mort.
Vous savez ce qu'on met, quel contenu on met aujourd'hui dans les associations de déradicalisation? On va raconter à des radicalisés que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment voulez-vous déradicaliser comme ça? Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là, c'est n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. Alors, c'est ce qui a valu à Zineb El Razaoui ces attaques. Depuis 4 ans, la situation à l'égard du totalitarisme islamiste n'a fait que se dégrader. C'est ce qu'écrit Riss donc dans le dernier édito de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté? Alexandre Devecchio, vous êtes le premier. Je ne sais pas si elle s'est dégradée. On a pu faire un certain nombre de constats. Moi, je pense que les modalités évoluent. Un livre comme celui de Gérard Davet, David Lhomme, journaliste du Monde, qui avait été longtemps dans le déni, n'aurait peut-être pas pu exister il y a quelques années. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est une forme de banalisation. On voit qu'il y a malgré tout des attentats à répétition, peut-être moins spectaculaires que celui de Charlie Hebdo, peut-être moins spectaculaires que celui du Bataclan, mais on considère aujourd'hui que ça fait partie du paysage, ça fait la une des journaux, une journée, une demi-journée, et ensuite tout le monde reprend ses activités comme si de rien n'était. Donc je ne parlerai peut-être pas de, sur le plan des attaques, de banalisation. Mais juste Riss, et ça c'est une question pour vous en tant que responsable du Vox, qui dit, comme la créature d'alien qui pond ses œufs sans interruption, le blasphème a fait des petits, ce n'est plus seulement la représentation du prophète qui est blasphématoire, ce qu'on invoqué les assaillants de Charlie Hebdo, c'est aussi la nourriture, les rapports entre les hommes et les femmes ou la critique même modérée de l'islam. Tout est devenu blasphématoire. Et c'est effectivement, quand on entend Zineb El Razaoui, c'est en tout cas le sentiment qu'on a. Mais de toute façon, enfin, les attaques dont elle est l'objet maintenant. Bien sûr, enfin, je vais complètement dans le sens d'Alexandre, peut-être en précisant que il y a une véritable. La France est maintenant en peau de léopard quasiment, parce que vous avez des poches entières du territoire qui sont islamisées et qui échappent complètement aux lois de la République. Et, les services de renseignement sont en train de faire de décompter. Ils sont en train de défricher comme une espèce de nouveau monde ces cités françaises dans lesquelles on voit des quartiers entiers qui échappent à tout contrôle et où la loi de la charia commence à s'installer de manière évidemment naturellement inquiétante. Il faut savoir que notamment rien que sur les mosquées radicales dont les prêches peuvent être parfois sujettes à caution, il y a je crois 120 lieux de culte. Donc mosquées ou salles de prière, ce qui est absolument considérable, sachant que ces lieux de culte sont généralement pas là où les propos les plus virulents sont prononcés. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même certains ont pignon sur rue et voilà. Et les quartiers. Et donc du coup, vous avez les quartiers qui font que quand c'est islamisé véritablement et que c'est tenu par la charia, la police n'y va pas parce qu'il n'y a plus aucun problème. Il y a des quartiers qui sont tenus par la charia en France. Bien sûr. Pas de A à Z, mais en tout cas des pans entiers de la vie du quartier, l'alimentation, l'habillement, la pratique du sport, voire l'école. Il y a des enfants qui sont déscolarisés. On sait où ils sont, ces quartiers? On les a localisés? Bien sûr, il y en a un certain nombre qui sont... On a des exemples? Oui, il y a des exemples. On ne va pas forcément tous les donner, mais il y en a, on va dire, dans le nord de la France, du côté en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Voilà, il y en a quand même un... Est-ce qu'ils sont hors la loi? Non. Est-ce que la personne qui s'habille en niqab chez elle ou dans la rue n'est pas hors la loi? Je suis d'accord avec Christophe, il y a des quartiers... Elle est hors la loi, mais la loi n'est précisément pas toujours appliquée dans certains territoires. Voilà. Les écoles, effectivement, oui. Mais au-delà d'ailleurs parce que moi, je ne suis pas tout à fait un adepte de l'hystérisation du débat sur l'islam. Je crois qu'il ne faut pas confondre islam et islamisme, pour une raison simple aussi, c'est que si on veut justement réduire cette fracture qui se dessine au sein même de la société française et au sein même de la société musulmane, il faut garder vers nous
surtout l'immense majorité des musulmans qui dénoncent l'islamisme. Oui, Donc il faut être prudent, je crois. Il y a une stratégie, alors je parle sous votre contrôle, il y aurait une stratégie, en tout cas les spécialistes décrivent souvent une stratégie des islamistes qui voudraient justement que certains musulmans, et certains musulmans en pays occidentaux, s'identifient finalement avec eux, avec les terroristes, en disant ces gens-là ne veulent pas de vous, donc soyez de notre côté. Voilà, c'est ça, je crois, le vrai. Et ça dépasse. Alors là, il y a le djihadisme qui est condamnable, qui est à attaquer, etc. Puis après, il y a l'action, je dirais, plus sournoise, discrète, effectivement, des islamistes qui considèrent que le droit commun doit s'adapter à l'islam. Il y a le débat actuellement sur l'islam de France, on est en plein dedans. Est-ce que c'est l'islam qui doit s'adapter à la France ou c'est la France qui doit s'adapter à l'islam? Et c'est là où on doit être très vigilant sur les revendications. Des propos de Zineb El-Razaoui. Oui, mais enfin avec beaucoup d'excès quand même, je trouve. Dans le ton, peut-être. Dans le ton. Donc c'est là où on doit être très vigilant, c'est-à-dire c'est le refus d'adapter effectivement notre droit commun à l'islam. Mais alors là, si vous voulez, ça pose aussi un certain nombre de débats parce que on sait, là, on n'est pas du tout dans le djihadisme et on n'est pas forcément d'ailleurs dans l'illégalité, loin s'en faut. Hein. On sait qu'il y a des pays étrangers qui aident un certain nombre d'associations. Ces pays étrangers sont nos plus proches alliés aussi. Donc il y a tout ce débat qui est sous-jacent. Alors, on va prendre certaines réactions d'internautes. Je vais vous les lire parce que c'est surtout des commentaires. Christine qui dit « On ne doit en aucun cas céder aux menaces ni à l'intimidation. Nous devons par-dessus tout rester libres. » L'audacieux qui nous dit « Personnellement, je ne suis pas Charlie, mais je ne cautionne pas non plus les attentats qui ont été commis. » Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi vous n'êtes pas Charlie et en quoi vous n'êtes pas Charlie. Et MliTCE qui dit « Aujourd'hui, je ne reconnais plus mon pays. Je me demande souvent de ce qu'est devenu l'esprit Charlie de cette triste période. » Et Annie nous dit « Avoir l'esprit Charlie, c'est aimer la démocratie, le respect de l'autre sans amalgame. » C'est intéressant ces deux points de vue parce que ça illustre bien justement la tension même qu'il y a par rapport à l'esprit Charlie entre ce que dit l'audacieux et ce que dit Annie. Oui, c'est l'ambiguïté de l'expression. Peut-être qu'il aurait été mieux plus simple de dire je suis français à ce moment-là, mais effectivement, certains expliquent qu'être Charlie, c'est pas d'amalgame, etc. Seulement la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, c'est aussi la liberté d'expression, une certaine forme d'insoumission, etc. Et je crois qu'être Charlie, c'était avant tout faire preuve d'humanité au moment où on a abattu toute une rédaction et dire que ça ne doit pas exister dans nos pays démocratiques. Jeune Sacha dit « À l'époque de Charlie, tous les Français savaient qu'ils étaient menacés. Pourquoi l'État à l'époque n'a rien fait? Pourquoi si peu de protection ?» Alors, ce qui est vrai, c'est que Charlie était menacé depuis très longtemps. Non, mais de toute façon, c'est vrai que Charlie était menacé depuis très longtemps. Mais vous avez repris les caricatures de Gillian Poston, qui était tout à fait. Et d'ailleurs, comme l'a dit très justement Georges, effectivement, Charlie avait été pointé du doigt par Inspire des années avant. Et Charlie avait déjà eu pas mal de soucis. Il était sous une protection assez lourde. On ne peut pas dire que Charlie n'était pas protégé. Hein. Il y avait des patrouilles de police qui passaient plusieurs fois par jour devant les bâtiments. Ils avaient des bâtiments sécurisés. Ils avaient déjà une protection. Il y avait un garde du corps, d'ailleurs, qui a trouvé la mort pendant la fusillade, un garde du corps de la police. Donc on ne peut pas dire que cette rédaction avait été laissée à l'abandon. Elle faisait partie, elle était au nombre d'un certain nombre de cibles, un nombre même certain de cibles. Donc on ne peut pas décemment mettre un peloton de CRS devant chaque salle de rédaction. Et donc c'est toujours facile, toujours a posteriori, de pointer le doigt sur des défauts de surveillance. Il est clair que maintenant, Charlie est beaucoup plus protégé qu'il ne l'était jusqu'à maintenant. Dernière remarque, celle d'Antimac, qu'on salue, internaute fidèle du Figaro.fr. Je pense que l'esprit Charlie est toujours là. Je les trouve parfois un peu potaches, mais les discours de gens comme Zineb me touchent. Et puis, peut-être, citoyen payeur, je pense que l'esprit Charlie demeure, mais pas dans les proportions de l'après-attentat qui avait un côté d'adhésion émotionnelle. Oui, sans doute que l'émotion est passée, mais il n'empêche que les problèmes restent là. Comme le disait Christophe, il y a
il y a un problème de fond. Moi, je crois au contraire qu'il faut quand même lier la question de l'islamisme à la question du djihadisme, parce que la véritable menace, à la limite, le djihadisme peut être contenu par des mesures sécuritaires. La véritable menace, c'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande qui parlait de partition, ou plus récemment Gérard Collomb, et c'est de laisser effectivement s'installer une contre-société au sein de la société française. Et donc c'est ce combat-là qu'il faut mener, et qui est un combat effectivement idéologique et pas seulement sécuritaire. Et parmi les révélations, ce que vous dites, Christophe Cornevin, qu'il y a un certain nombre de quartiers qui vivent sous la charia aujourd'hui en France. Georges, peut-être un dernier mot? Non, je suis d'accord, mais simplement pas globaliser, dire que ces quartiers-là, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme, effectivement, c'est pas l'islam qui est en cause, même s'il y a des dérives, on sait Enfin, forcément de séparatisme, voilà. Là où il y a une mosquée. On a bien compris. Merci beaucoup de ces précisions. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission de l'année. Charlie Hebdo, on y revient ce soir, et d'une façon très claire, puisque un de ses contributeurs sera présent en plateau, et avec Guillaume Roquette, qui sera là pour Point de vue. Et puis, dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Talk. Yves Tréhard reçoit pour la première émission de l'année Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI. Merci. Demain, on revient sur un autre sujet qui a défrayé la chronique ces derniers jours, le dernier livre de Michel Houellebecq.